Bonjour à tous. Donc, je vais faire un retour de ce qui a été mis en place en équipe à Andas Calypso à Laval. Donc, très rapidement, je vais vous présenter l'établissement dans lequel a été réalisé ce travail et la population qui y est accueillie. Nous sommes un institut pour enfants et adolescents polyhandicapés, ouvert 210 jours par an pour 32 places. Y est adossée également une petite structure d'hébergement pouvant accueillir 9 enfants, ouverte les lundis, mardis, jeudis soirs des semaines d'ouverture de l'IEAP et un week-end par mois, sauf au mois d'août où nous sommes fermés. Nous accueillons des enfants de 0 à 20 ans, orientés selon les annexes 24 terres, qui sont répartis en 4 groupes de 8 enfants, répartis par tranche d'âge. 2 équipes encadrent les enfants, une équipe de proximité sur chaque groupe, avec un éducateur, une ANP et un AS, un aide-soignant, et une équipe paramédicale composée d'infirmiers, kinés, psychomotes, ergo, orthophonistes, diététiciennes, orthoptistes et psychologues. Est également présente à l'Institut une unité d'enseignement spécialisée avec un enseignant mis à disposition de l'établissement par le ministère de l'Éducation nationale à hauteur d'un 50% équivalent temps plein. Les pathologies les plus fréquentes qu'on rencontre à l'Institut sont des séquelles de prématurité, des anomalies chromosomiques, des maladies métaboliques dégénératives, des encéphalopathies épileptiques pharmacorésistantes, des syndromes de Rett, des séquelles d'encéphalopathie virale, de traumatisme crânien grave, de transfusion fœto-maternelle majeure et aussi des autismes. Quels sont les troubles alimentaires ? Sur ces 32 enfants, 9 ont des troubles de la déglutition qui ont été documentés avec une ou plusieurs fausses routes. La moitié ont des troubles de l'oralité, à savoir la lenteur de la prise alimentaire, les troubles de la mastication, une hypersensibilité des lèvres et de la bouche ou un hypernoséeux. De même, presque la moitié sont gastrostomisés, 3 seulement sont nourris exclusivement par cette gastrostomie, alors que les autres peuvent ne recevoir que l'hydratation ou les médicaments ou parfois des compléments alimentaires par poche. Nombreux aussi sont ceux qui présentent un reflux gastro-œsophagien, très présent dans ce type de population. 10 sont sous inhibiteurs de la pompe à protons, 5 ont déjà été opérés d'un ICEN. Des particularités vont s'ajouter à ces facteurs dont il faudra tenir compte. Les troubles de l'attention, et puis les risques de distractibilité qui vont augmenter les troubles de la déglutition du fait de repas pris en collectivité. Pour diminuer ces facteurs, une réflexion a été menée en découpant le repas en plusieurs services pour que les 32 enfants ne soient pas tous présents en même temps en salle à manger. De même, on a isolé les tables les unes des autres par un système de claustras. Le constat qu'on a fait aussi, c'est que le temps passé autour du repas est d'environ 45 minutes à 1 heure, soit plus longtemps qu'une séance éducative, une séance scolaire ou paramédicale. Ça donne l'enjeu de l'alimentation pour ces enfants. Des études ont mis en avant que certaines carences étaient beaucoup plus fréquentes dans ce type de population, notamment en vitamine C et D, par exemple, avec peu d'apport en crudité crue, en fruits frais. Aussi, par exemple, pour la prise de vitamine D, tous les enfants sont systématiquement en apport supplémenté sous forme d'UV-dose ou de stérogile. En sachant que 14 enfants dans l'institution sont sous antiépileptiques et que ça va favoriser les carences dans ces vitamines. Les besoins calciques sont également beaucoup plus importants. Et puis, à partir de ces constats, il va falloir aussi enrichir en acides gras essentiels, en glucides complexes et en protéines de lait. Et en fait, tout l'enjeu va être d'apporter ces compléments sans augmenter le volume du repas et en conservant également une alimentation attrayante. Dernier point, on pense qu'il ne faut pas faire de l'autonomie à tout prix, ni vouloir conserver absolument la mastication, parce que ces 2 facteurs sont brûleurs de calories et c'est justement ce qu'on veut éviter.
Les enfants sont pesés tous les mois et mesurés tous les 6 mois, ce qui permet de surveiller leur état nutritionnel en fonction de leur IMC. Là, je vous ai mis pour rappel la classification de l'OMS. Et si on s'y réfère, chez nous, 20 des enfants accueillis sur 32 présentent une maigreur sévère. Je mettrai un bémol à ce tableau parce que dans cette population d'enfants polyhandicapés, l'IMC est souvent beaucoup plus bas que celui établi pour la population tout venant. Il existe d'ailleurs des courbes d'IMC modifiées qui ont été établies pour cette population. Néanmoins, lorsque l'IMC est inférieur à 13, notre vigilance est accrue, car en dessous de ce chiffre, il existe un haut risque de dénutrition. Donc notre surveillance va être accrue par des pesées plus rapprochées, un bilan sanguin, et puis la surveillance de l'état général. À partir de ces constats, un travail a été mis autour de l'alimentation que je vais vous détailler. On s'est réunis, on a réuni autour de la table toutes les différents corps de métiers présents à l'Institut, moi-même et l'infirmière, l'aide-soignante et les AMP, la diététicienne, l'orthophoniste, l'ergothérapeute. Vous verrez après à quel niveau ils sont intervenus. Et nous avons un prestataire qui fournit les repas, sachant que ce prestataire fournit habituellement des établissements sanitaires et donc pas du tout habitué à notre public. Le but, c'était d'établir une fiche de repas qui prendra en compte l'état nutritionnel de l'enfant, ses antécédents médicaux, les textures dont il a besoin pour ne pas faire de fausses routes, également son installation, également pour ne pas faire de fausses routes. Et on peut être aussi amené à prendre en compte les particularités religieuses. Donc il y a 2 niveaux de préparation, celle effectuée par le prestataire et celle des enrichissements que nous avons mis en place. Tout d'abord, le travail du prestataire. Donc le prestataire a mis à notre disposition un professionnel qui est chargé de préparer sur place les repas qu'il reçoit en conditionnement collectif. Il va les préparer en portions individuelles à l'assiette. Cette préparation devra tenir compte de 3 critères, de la quantité, je vous ai marqué les 3 différences, de la qualité, puisqu'il y aura des régimes hypocaloriques normaux, halal, mais aussi sans protéines de lait de vache pour les allergiques, et des régimes cétogènes. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des régimes mis en place pour traiter certains types d'épilepsie, des régimes forts en graisse. Et puis on va aussi mettre certaines textures en place. Donc je vous ai mis les différentes textures qui existent, en sachant que le prestataire, lui, il va préparer les textures normales, les textures mixées lisses, pour qu'il n'y ait pas de petits grains sous la langue de l'enfant, ou carrément semi-liquides. Et puis les 2 autres textures mastiquées et moulinées sont préparées par l'équipe qui prend en charge l'enfant à partir d'une texture normale. Pour faciliter ce travail, l'infirmière a mis en place un système de tableaux. Donc à gauche, les 2 tableaux sont établis par jour et par groupe pour savoir ce que prend chaque enfant. En fait, ces 2 tableaux-là ne vont servir qu'à l'infirmière pour faire ses commandes de repas. À droite, c'est le tableau blanc qui récapitule pour celui qui va préparer les repas, le prestataire, sous quelle forme il doit le faire. On a distingué une colonne des plats et des entrées fromage-dessert parce que pour certains enfants, la texture ne veut pas être la même pour le plat et pour entrée fromage-dessert, souvent dans un but de diminuer son temps de mastication pour qu'il ne se fatigue pas. Donc dans ce tableau blanc, à gauche, on a les textures à préparer. Au milieu, on a mis un système de gommettes en place pour renseigner sur la quantité qu'il faudra préparer, soit demi-portion normale ou double portion. Et enfin, la couleur qui renseigne sur la qualité du repas, c'est-à-dire soit normal, soit hypocalorique, sans protéines de lait de vache ou halal. Enfin, à droite,
Le prestataire sait ainsi combien d'assiettes il devra préparer chaque jour pour chaque type de repas. Enfin, cette gommette est collée sur le bord de l'assiette une fois qu'elle est préparée. Ainsi, les professionnels qui vont chercher les assiettes pour l'enfant qu'ils prennent en charge au repas, la distinction sera plus facile. Ça donne ça à la fin comme fiche de repas. Donc en haut, on retrouve c'est-à-dire que la fiche de repas, elle est toujours près de l'enfant. Et le professionnel qui lui donne à manger a cette fiche de repas qui est à côté de lui pour ne pas se tromper. Donc en haut, ça reprend la gommette qui est collée sur le bord de l'assiette. Ainsi, le professionnel sait quel plat il doit aller chercher. Par exemple, ici pour Meryl, c'est une gommette de taille moyenne, donc c'est un repas normal qui est bleu, donc il n'y a pas de régime, c'est un repas également en qualité normale. Ensuite, cette fiche reprend les difficultés globales de l'enfant. Par exemple, ici, on sait que Meryl a une mastication peu efficace et a une difficulté de fermeture de la bouche. Ensuite, la texture des aliments et des liquides. Ensuite, le traitement médical qu'elle prend ou pas. Et ici, Meryl étant une petite fille gastrostomisée, elle reçoit aussi des compléments alimentaires par poche dans la gastrostomie en plus du repas. Ensuite, l'installation dans laquelle on doit lui donner à manger pour être en sécurité pour la déglutition. Et enfin, les éléments éducatifs, notamment comment l'aider à avoir une fermeture de bouche après la prise de la cuillerée. À côté, je vous ai mis en vert quels sont les référents de chaque point. Et on voit bien l'implication de tous les professionnels que l'on avait mis autour de la table au début pour faire ces fiches de repas. Donc ça, c'était tout ce que le prestataire prépare. Ensuite, nous, on a mis des compléments alimentaires en place, puisque comme on l'a vu, ce type de population est souvent en manque de nutriments. Donc, on les a choisis de façon à ne pas augmenter le volume du repas, et on a attribué, toujours pour faciliter la préparation, une couleur à chaque nutriment. Ils sont préparés par l'aide-soignante de nuit et selon un tableau préétabli par la diététicienne pour chaque enfant. Sur ce tableau, seuls les enfants ayant des croix, là vous avez tous les enfants de l'Institut, seuls ceux qui ont des croix reçoivent des compléments alimentaires. Ça fait une discussion bien sûr préalable tous ensemble. Certains enfants d'ailleurs ne reçoivent pas tous les nutriments proposés. Et on reprend le code couleur attribué à chaque nutriment et où est-ce que les professionnels qui donnent à manger à l'enfant doivent incorporer ces nutriments. Donc, ils sont préparés, comme je vous disais, par l'aide-soignante de nuit et ils sont conditionnés dans des petits pots, toujours au code couleur correspondant aux nutriments. Ils sont préparés donc sur un plateau équivalent à un groupe. Comme je vous disais, nous avons 4 groupes d'enfants. Donc en jaune, on apporte les acides gras essentiels sous forme d'huile de colza ou d'huile d'olive en alternance un jour sur 2. En rose, les glucides sous forme de sucre en poudre. En bleu, les protéines sous forme de poudre de lait ou de fromage à pâte dure ou molle. En blanc, les glucides complexes apportés par le pain ou la biscotte mixée. Et là, on peut voir que les quantités apportées sont de l'ordre de 10 cc, ce qui n'augmente pas trop la quantité de nourriture à ingérer. Tout le travail précédent pour élaborer une fiche de repas individualisée a été perfectionné au niveau du petit déjeuner. En effet, 14 enfants sont accueillis au moins une nuit par mois à l'Institut. Pour ce faire, une enquête alimentaire auprès des familles a été réalisée pour être au plus proche des habitudes de l'enfant. Une charte du bon petit déjeuner ainsi qu'une liste d'équivalents calciques a été établie pour ceux qui n'aimaient pas le lait. Et tout ce travail est présenté sur un chevalet où l'on installe la fiche petit déjeuner de l'enfant qui est reconnaissable à sa photo. Donc ça, c'est la charte du bon petit déjeuner. Donc c'est des choses classiques où il faut un produit laitier, céréalier, de la matière grasse, des fruits frais et une boisson chaude, de préférence. Mais on a voulu y mettre sur cette charte également qu'il fallait lire la composition du petit déjeuner à l'enfant pour qu'il puisse faire un choix
qu'il puisse faire un choix dans ce qu'il veut manger, par où il veut commencer, la boisson, le solide, et puis aussi pour que les professionnels, au niveau de la quantité du repas, n'en préparent pas d'emblée tout le repas, parce qu'on sait que ce sont des enfants qui mangent très lentement, donc les boissons chaudes vont devenir très rapidement froides, et puis si vous mettez toutes les céréales dans le lait, elles vont être tout de suite molles, gonflées de liquide, et c'est pas bon. Donc il faut penser à tout ça pour l'enfant. Et puis donc les équivalents calciques à disposition des professionnels. Voilà un exemple de fiche petit déjeuner. Code couleur, pour code couleur, vous êtes au rouge. Comment ? Je vous invite à terminer. Ah, j'ai presque... Ben non, je n'ai pas presque fini. Allez-y, terminez, mais rapidement. Vous en étiez à la situation de Jérémy. Voilà, donc ça c'est la situation de Jérémy avec sa fiche petit déjeuner. Rapidement, un cas clinique, c'est important pour vous dire que malgré toutes ces mises en place de compléments alimentaires, les choses ne sont pas toujours simples et on peut en arriver à la pose d'une gastrostomie. Là, c'était une petite jeune fille, Rhett, à qui on a proposé une arthrodèse de sa scoliose. Est-ce que ça a eu un effet psychologique ? En tous les cas, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a de moins en moins mangé et malgré... je vous les montre rapidement, des fiches repas individualisées sur les 4 repas avec ces enrichissements. Malgré cette mise en route d'enrichissement, on n'a pas réussi à rattraper la situation. On a même rajouté des traitements pour le reflux et on a été obligé de passer à une gastrostomie. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'au bout de 3 mois après la gastrostomie, cette jeune fille ne recevait plus aucun complément alimentaire par cette gastrostomie. Elle avait pu reprendre une alimentation normale. Donc j'irai à la conclusion. Le garant d'une alimentation de qualité au sein d'une population polyhandicapée n'est pas du seul ressort du médecin ou de la diététicienne, mais nécessite bien une implication de toute l'équipe de suivi autour de l'enfant, tant médicale, paramédicale qu'éducative. On a vu que ce temps d'alimentation était long pour ces enfants polyhandicapés, donc c'est pour ça qu'il faut en faire un garant de qualité. Ce travail est relayé bien sûr auprès des familles avec des soirées, des rencontres individuelles pour leur expliquer ce qu'on fait et pour qu'ils puissent reconduire à domicile ce qu'on a mis en place à l'Institut. Et puis c'est une population fragile, il ne faut pas l'oublier, donc la gastrostomie peut être nécessaire malgré tout, mais elle reste un acte non péjoratif pour nous car l'alimentation orale peut perdurer et même reprendre toute sa place quand l'état clinique du jeune s'est amélioré. Enfin, pour répondre au thème de ces journées, peu de tension en milieu pédiatrique, surtout depuis la mise en place de cette réflexion partagée avec les parents, d'une alimentation la plus personnalisée possible.